Oui, alors, vous parlez de siècle dernier, ça fait un peu vieux, ça fait un peu ancien, mais effectivement, c'était en 1990 et quelques. Alors, le premier moment, c'était la première fois. Et la première fois, c'était le premier séminaire où j'ai entendu des jeunes bulgares à l'époque qui exprimaient leur envie de faire de la psychanalyse. Et ça, c'était assez frappant. Le deuxième souvenir est moins agréable, c'était quand il a... Parce que la psychanalyse est tout le temps marquée par des divisions, des querelles, des choses comme ça. Or là, en Bulgarie, le problème c'était que vous n'étiez formé que par le psychodrame et le psychodrame morénien. Donc qui est un psychodrame très particulier qui est un peu anti-freudien d'une certaine façon, puisque vous savez que Moreno disait à Freud, moi j'arrive là où vous terminez, enfin quand vous avez analysé un rêve de patient, moi j'arrive pour aider le patient à réaliser ses rêves. C'est un psychodrame qui ne ressemble pas beaucoup au psychodrame psychanalytique finalement. Donc il a fallu se séparer des gens à partir desquels on était arrivé en Bulgarie et qui étaient des psychodramatistes. Donc ça a été un petit peu douloureux. Bon. Ensuite, il y a eu comme moment important le premier congrès de psychanalyse, qui est un moment crucial puisque c'était le premier congrès patronné par à la fois par Maud Manoni et par Julia Kristeva, qui ne s'était pas déplacé. Et on a fait tout un périple avec les Français qui étaient venus en Bulgarie pour visiter la Bulgarie. Je me rappelle, et c'était encore un pays très marqué par le communisme et par les mafias qui commençaient à s'emparer des choses. Je me rappelle que le car s'était arrêté en plein milieu du trajet en disant qu'il voulait plus d'argent. Enfin bon, tout ça c'est des détails. L'écoute psychanalytique, ben, elle s'est faite petit à petit. Un moment qui m'a marqué aussi, c'est celui où il a fallu choisir de venir ici ou de psychanalyser les personnes qui étaient intéressées. Et là, finalement, j'ai choisi, moi, de ne pas le faire, contrairement à ce que je ferai plus tard en Tunisie. Et finalement, c'était une très très bonne chose que je ne sois pas à la fois quelqu'un qui forme et quelqu'un qui psychanalyse, puisque c'est des choses qui sont quelquefois un peu contradictoires. Voilà, et depuis, ben, les choses vont en s'améliorant chaque année. Je dois dire que chaque année, la Bulgarie change et s'améliore, et c'est un petit peu la même chose pour l'écoute psychanalytique qui s'affine de plus en plus. Alors, ce qui rend la psychanalyse actuelle, c'est qu'elle guérit. Tout simplement, c'est un mot qu'on emploie rarement en psychanalyse parce que c'est un mot très ambigu, puisque la guérison n'est parfois pas souhaitée par le patient, qui lui bénéficie de la guérison, mais aussi du changement. Quelquefois, il veut la guérison sans le changement. Alors ça, c'est un petit peu gênant pour lui. Et quelquefois, il résiste. Mais la psychanalyse, avant tout, c'est une guérison, mais une guérison qui passe par la compréhension des symptômes, donc la psychanalyse ne vise pas directement la guérison. La guérison est visée directement par les comportementalistes, par exemple, qui, eux, s'attaquent uniquement aux symptômes. La psychanalyse déguérit de surcroît. Hein,
C'est-à-dire en plus, elle guérit parce qu'elle dénoue les complexes et les raisons des symptômes. Voilà, mais je maintiens que la guérison est là, justement, le fait qui explique que le psychanalyse perdure malgré toutes les attaques dont elle est l'objet. Et elle perdure puisque les gens même qui l'attaquent souvent ont besoin de psychanalyse et ils vont voir quand même le psychanalyste. Oui, c'est-à-dire que en fait les rôles entre l'école, l'éducation parentale et l'éducation à l'école, ce sont des rôles qui sont pas clairement définis. Par exemple, Françoise Dolto, à qui je me suis intéressé là récemment, puisqu'on va sortir un livre sur elle qui va s'appeler Dolto, l'art d'être parent. Et Françoise Dolto prétendait justement, vous le verrez dans ce livre, qu'il fallait que l'interdit de l'inceste, par exemple, soit posé dès l'âge de 3 ans à l'école maternelle. C'est des choses qui ne sont pas évidentes du tout et on pense de nos jours plutôt que c'est aux parents de montrer, sinon de le dire, en tout cas de montrer qu'il y a un interdit, et un interdit qui touche avant tout, bien sûr, puisque c'est le père de tous les interdits, l'inceste. Bon, cela dit, effectivement, il y a un transfert, comme on dit dans la question, un transfert de responsabilité entre l'école et les parents. Actuellement, on a vraiment l'impression, en tout cas les enseignants ont l'impression qu'on leur demande de jouer le rôle que les parents ne veulent pas jouer. Or, les parents ne veulent pas jouer le rôle de gendarme, de policier, ça, et donc ils le laissent à l'instituteur, mais il ne le délègue pas seulement à l'instituteur, il délègue ce rôle aussi aux psychothérapeutes, aux psychanalystes éventuellement, en demandant d'être sévères parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à l'être. C'est vraiment incroyable ce désarroi des parents qui ne veulent pas jouer le mauvais rôle par pur narcissisme. C'est-à-dire qu'ils veulent apparaître comme le bon parent, celui qui n'a jamais fait d'erreur, ou en tout cas celui à qui on ne fera pas de reproche plus tard. Ce qui est d'ailleurs une erreur, puisque les enfants ne se privent pas de reprocher aux parents le fait qu'il n'ait pas été justement interdicteur.